Ce mannequin, comme tous les objets de cette série, a une histoire particulière. Son visage, qui semble dessiné par un enfant, est en réalité évocateur de sa réelle identité. Voici son histoire. Ce mannequin a servi de modèle pour un dessinateur fou, qui dessinait des portraits de cadavres dans diverses postures. La plupart de ces cadavres étaient morts de façon naturelle ou accidentelle. Mais il arrivait que le dessinateur faisait des portraits de personnes suicidées. Un jour, il dessina une fille de 13 ans qui s'était pendue. Habituellement, il dessinait les visages de façon réaliste. Mais là, il fit le choix de ne pas en dessiner du tout. La tête de la jeune fille était simplement surmontée d'une longue chevelure. Lorsqu'il termina son dessin, il le rangea et alla se coucher. Mais ce jour-là, contrairement à ses habitudes, il ne remit pas le mannequin dans une posture normale. Il l'avait tout simplement oublié. Cet oubli lui causa la mort. Il fut retrouvé pendu dans sa chambre, dans la même posture que le mannequin. Ce dernier avait désormais un visage, qui était également présent sur le portrait de la jeune fille. Le portrait fut rapidement brûlé, mais le mannequin est resté et est passé entre de nombreuses mains qui ont, elles, trépassé tour à tour. Depuis, le mannequin est resté dans la même position, pendu comme toutes ses victimes. Les poupées russes, ou matrioshki, sont généralement des jouets ou des objets de décoration. Leur apparition historique est assez récente pour vous, car elle date de peu de temps avant 1900. Mais celle que j'ai ici date de bien avant cette époque, et ont la symbolique inverse des matrioshki traditionnels, qui est plus proche d'une thématique de descendance et d'accouchement. Ici, le symbole est macabre, très macabre. Notez que je dis des matrioshki et non des matrioshkas, car un matrioshki est le pluriel de matrioshka. Bref, ces matrioshki sont originaires d'un ancien peuple slave et représentent une légende macabre, qui elle-même vient d'événements concrets. En l'an 875, dans un village qui n'existe plus depuis bien longtemps pour vous, vivait une grande famille, composée d'une grand-mère et de ses nombreux enfants, principalement des filles. La grand-mère était la chef du village, car elle en était la doyenne. Cette famille honorait la divinité Ziwienia, déesse de la nourriture, et craignait Tchernobog, dieu de la lune, de la nuit et de l'obscurité. Mais le réel danger était la doyenne, qui s'était installée hors du village, dans les bois. Les réunions concernant le village se tenaient bien évidemment chez elle, et, naturellement, elle présidait l'assemblée. Cette année, les récoltes avaient été mauvaises, malgré les nombreuses offrandes à Ziwienia, et cela fut le sujet principal de l'assemblée. La doyenne fut fortement préoccupée et, désespérée, elle fit un rituel pour contacter la déesse. Le lendemain, elle avait trouvé la solution, grâce à Ziwienia, qui lui était apparu en rêve. Elle avait également été visitée par Tchernobog, mais ce passage était flou. La solution à la famine grandissant était particulièrement macabre et consistait à manger ses propres enfants. La doyenne étant la mère des autres femmes, elle s'était retrouvée en haut de la chaîne alimentaire et mangea ses filles, qui avaient elles-mêmes mangé leurs enfants. L'emboîtement de ces matrioshki symbolise ce cannibalisme familial.
Chaque génération mange sa descendance et se retrouve dans le ventre de la doyenne, qui a également inspiré la plus grande légende russe. La Baba Yaga. Cet appareil photo est un appareil photo normal. Enfin, seulement de base, sinon il n'aurait pas sa place ici. Voici donc son histoire. Cet appareil photo est un appareil photo normal. Un peu ancien, mais il fonctionne encore. Il suffit simplement de mettre de la pellicule dedans. Mais je ne vous le conseille pas si vous ne voulez pas devenir paranoïaque. Car cet appareil est possédé. Et pas par n'importe qui. Par un pervers sexuel ayant pris des photos compromettantes de jeunes enfants. Quand la police l'a retrouvé, elle a également trouvé des classeurs, plein de photos, triées par histoire, c'est-à-dire par enfant. Ces histoires, comme l'appelait le détraqué, commençaient par des photos prises à la sortie de l'école, puis près des maisons des victimes, suivies des photos de l'enfant dans sa chambre. D'abord prises de l'extérieur, par une fenêtre, puis de l'intérieur. Ensuite, il y avait des photos de l'acte lui-même, que je ne vous révélerai pas pour éviter de vous choquer. Enfin, l'histoire se terminait par le cadavre de l'enfant, démembré et défiguré. Le détraqué est aujourd'hui mort et enterré, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la mort du pervers, l'appareil photo fut vendu aux enchères, à un prix assez bas, par un jeune homme du nom de Smith. Smith avait une femme et un enfant, et menait une vie tranquille jusque-là. Mais l'appareil photo la lui rendit cauchemardesque. Les événements débutèrent dans la soirée suivant l'achat de Smith. Ce dernier avait offert l'appareil à son fils, qui était alors très content de son cadeau. Il le posa fièrement dans sa chambre, sur son bureau, en face de son lit. Le lendemain, le fils de Smith n'avait pas cours, et il en profita pour faire des photos, de tout et de rien. Les jours passèrent et la pellicule se remplissait vite. Elle fut pleine en moins d'une semaine. Smith l'envoya alors pour la développer. Quelle fut sa surprise en découvrant, parmi les photos prises par son fils, des photos de ce dernier, dans son sommeil. Il pensa alors à un dysfonctionnement de l'appareil, qui, je le rappelle, était posé en face de l'enfant, et demanda à son fils de ranger l'appareil dans un tiroir pendant la nuit, pour éviter ce type de photos qui le rendait mal à l'aise sans véritablement savoir pourquoi. Après tout, il s'agissait d'un simple dysfonctionnement. Le fils fit alors ce que lui demandait son père. Puis le temps passa, jusqu'à ce que la pellicule soit de nouveau pleine. Parmi les photos développées, il y avait encore des photos de son fils qui dormait paisiblement. Ces photos le dérangeaient encore plus, car elles semblaient être prises par une tierce personne. Smith condamna alors toutes les fenêtres et installa des verrous à toutes les portes, après avoir vérifié qu'il n'y avait bien évidemment personne de caché. Il ordonna également à son fils de fermer le tiroir à clé lorsque l'appareil était rangé. Il alla également prévenir la police, qui installa des caméras de surveillance un peu partout dans la maison. Malgré toutes ces précautions, les photos continuaient, et les caméras ne captaient aucune image d'un quelconque pervers.
Smith décida alors de déménager, loin de là, en prévenant la police de son départ. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Les photos persistaient, jusqu'au jour où le fils de Smith avait disparu pendant la nuit. Le matin, ils avaient retrouvé l'appareil sur le lit. Une enquête fut alors ouverte, et l'appareil fut placé en pièce à conviction. Il n'y avait aucune empreinte dessus. Lorsque les photos furent développées, ils découvrirent avec effroi les photos du cadavre du fils, défiguré et démembré, gisant dans le placard de sa chambre. Le corps y était effectivement. La femme de Smith fut profondément touchée et sombra dans la dépression. Quant à Smith, il était encore chamboulé et souffrait maintenant d'insomnie, car il entendait fréquemment des bruits d'appareils photo. Il pensait que ce n'était que dans son inconscient, qu'il était devenu parano. Mais une nuit, entendant de nouveau ce fameux bruit, il fit l'erreur de lever les yeux. L'appareil était là, lévitant dans les airs, le prenant en photo. Mickey, symbole de la joie et de l'enfance pour certains, ou encore mascotte d'une entreprise démoniaque pour d'autres. Cette souris aux grandes oreilles est connue dans le monde entier grâce à divers médias. Des cartoons, des films, d'animation ou non, des parcs d'attractions, des jeux vidéo et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des journaux. Mickey Parade, le journal de Mickey, ou encore Mickey Poche. Que de lecture pour tout public. Mais ce que j'ai ici ont une grande particularité. Comme vous pouvez le constater, Mickey n'a plus Dieu. Les personnes qui en ont eu connaissance se sont dit « ce doit être une erreur d'impression » ou encore « c'est probablement des gribouillis d'enfants ». Bref, rien d'important. Mais ces personnes ont tort. En réalité, Mickey n'a bel et bien plus Dieu dans ses magazines. Les dessinateurs auraient tout simplement oublié de les rajouter. Pourtant, leur travail est relativement simple, car tous les personnages de ce type d'œuvre sont des corps flasques, dépourvus de vie. Les dessinateurs doivent simplement leur donner diverses postures, les mettre en scène, puis leur rajouter des yeux. Ici, ils n'ont pas fait la dernière étape, et, même si le résultat peut être dérangeant, cela est une bonne chose pour les lecteurs. Pourquoi donc, me demanderiez-vous? Et c'est alors que je dois vous révéler la vérité derrière les yeux de Mickey. Chez Disney, les dessinateurs sont des magiciens, ou bien des sorciers. Cela dépend du point de vue. Sans yeux, Mickey ne voit rien. Mais c'est un cas malheureusement très rare. Et quand Mickey a ses yeux, c'est-à-dire la plus grande partie du temps, Mickey vous voit. Mickey vous regarde. Mickey vous observe. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un enfant, parmi tant d'autres. Il avait beaucoup de copains et sa fête préférée était Halloween. Il s'appelait Jimmy. Jimmy avait deux passions, Halloween et le dessin. Il aimait dessiner des monstres
et acheter des objets soi-disant magiques. Un jour, en revenant de l'école, Jimmy découvrit une nouvelle boutique de farce et attrape, nommée « Objets magiques pour toute la famille ». Jimmy s'y arrêta, espérant trouver des objets rigolos pour Halloween qui approchaient à grands pas. En fouillant dans les rayons, Jimmy fut déçu en voyant les objets qui s'apparentaient à des objets qu'il avait déjà, comme de nombreux masques, des faux couteaux, du faux sang et de nombreux accessoires pour Halloween. Mais la plupart des objets du magasin étaient des objets du quotidien, auxquels on avait rajouté « magique » après le nom de l'objet. On pouvait ainsi trouver des chaussettes magiques, des cahiers magiques, des mouchoirs magiques et plein d'autres objets similaires. Il n'était expliqué nulle part en quoi ces objets étaient magiques. Et lorsque Jimmy demanda au vendeur, ce dernier lui répondit qu'il était impossible de savoir avant de les essayer, car cela dépendait de l'utilisateur lui-même. Curieux, Jimmy acheta un crayon. Il lui servirait au moins pour dessiner. Après son achat, Jimmy rentra chez lui. Après avoir mangé un goûter, Jimmy dessina d'étranges créatures avec ses crayons habituels. Lorsque la mine de son crayon se cassa, il se souvint alors de son achat et voulut essayer ce crayon magique. Il dessina alors un homme bâton avec un visage neutre, puis attendit. Après un long moment d'attente, rien ne se passa. Jimmy a donc conclu que ce crayon n'était pas magique comme le prétendait le vendeur. Sur ce, il n'avait plus envie de dessiner et passa à d'autres occupations. La soirée passa tranquillement. Les parents de Jimmy sont rentrés, lui ont demandé de faire ses devoirs, puis lorsqu'il les avait faits, il était l'heure de manger. Ensuite, Jimmy dut se brosser les dents et se laver, puis il se coucha et s'endormit vite. Le dessin qu'il avait fait était resté sur son bureau. C'est vers minuit que la magie est arrivée. Le dessin commença à bouger, puis sortit de la feuille de papier sur laquelle il était. Le bonhomme bâton se faufila dans tout l'appartement, passant de chambre en chambre sans bruit. Le lendemain matin, Jimmy n'était pas à l'école. La vie scolaire tenta d'appeler ses parents, mais eux non plus ne répondaient pas. Ils n'étaient pas à leur travail. Personne ne les a vus sortir de la journée. Il en fut de même pour le jour suivant et le jour d'après. Au bout d'un moment, les voisins demandèrent à ouvrir la porte pour s'assurer que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. La famille entière fut retrouvée morte. Ils étaient tous étouffés, une liasse de papier dans la bouche. Le dessin était parti, et seules des feuilles blanches ont été retrouvées. Le crayon avait disparu, tout comme le curieux magasin. L'histoire s'est répétée, et le crayon est passé entre plusieurs mains qui connurent le même sort que la famille de Jimmy. Personne ne sait où il se trouve actuellement, mais il semble qu'il existe de plus en plus de dessins vivants. Le dessin est toujours le même. Un bonhomme bâton avec un visage neutre, vous regardant derrière une fenêtre. Si vous retrouvez un dessin similaire, n'essayez pas de le gommer, ça ne marchera pas. Il faut simplement tourner le dessin face à un mur, pour qu'il ne puisse pas sortir de sa feuille. Mais la seule solution est de ne plus jamais dessiner. Il ne dormait plus depuis longtemps. Cela faisait déjà plusieurs semaines qu'il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Un camion dont les freins avaient lâché
avait percuté la voiture de plein fouet dans un croisement dangereux. Il n'était pas avec elle. Il était à l'hôpital quand c'est arrivé. Il avait une maladie grave depuis sa naissance, qui le rendait très fragile au niveau des épaules et du bassin. Habituellement, il donnait des conférences à propos de sa maladie. Mais il était désormais trop faible pour faire quoi que ce soit. Il ne pouvait plus tenir debout et devait passer ses journées allongées, Lui qui aurait tant aimé aller à l'aventure. escalader des montagnes, plonger dans les fonds marins, explorer des ruines ou encore survivre dans la jungle. Il en rêvait. Mais la vie en avait décidé autrement. Il ne pouvait rien faire de ses journées et s'ennuyait profondément. La seule chose qui le rendait heureux était sa femme et sa fille, qu'il considérait comme un miracle. Depuis l'accident, il ne pensait plus qu'à les rejoindre et tenta à de multiples reprises de se donner la mort. À chaque fois, une infirmière ou un docteur arrivait à temps, ou bien la tentative ratée. On dit que le destin s'acharne sur certaines personnes. Il en faisait partie. Depuis tout petit, les malheurs tombaient déjà sur lui Il avait perdu ses parents très tôt. et sa famille d'accueil lui était insupportable. Quand il grandit, on lui révéla que les premiers parents qu'il avait connus n'étaient pas les vrais, et qu'il avait été abandonné par sa véritable mère. Au collège et au lycée, il n'avait que très peu d'amis, qui se révélèrent très méchants envers lui après avoir profité de sa gentillesse. Il devint alors très solitaire et se méfiait de tout le monde. Il fit plusieurs tentatives de suicide, qui échouèrent toutes. Il se fragilisait à chaque fois, mais ne mourrait jamais. Puis il connut la femme qui deviendrait son épouse. Sa vie changea alors. C'était la première fois qu'on l'aimait. Sa femme fut rapidement enceinte, mais fit une fausse couche. Cela se répéta plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle accouchât d'une petite fille. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'était pas le père. Lorsqu'il l'apprit, il pardonna sa femme, car c'était la seule personne à l'avoir véritablement aimé. Et il était ravi d'avoir un enfant. Sa femme s'en voulut et sombra dans la dépression jusqu'à cet accident. Nous revoilà au point de départ. Il est à l'hôpital et il ne trouve plus de sens à sa vie. Il aimerait mourir mais rien n'y fait. Il est si faible mais ne meurt jamais. Et alors, il se pose une terrible question. Suis-je maudit ? Ayant désormais tout son temps, et maintenant certain d'être victime d'une malédiction, il cherche à comprendre pourquoi. Avant toute chose, il doit trouver l'origine de cette malédiction. Pour cela, il remonte dans ses douloureux souvenirs. Plus il remonte, plus la vie lui devient insupportable. Les rares moments où il n'était pas malheureux ont été suivis de grandes désillusions. Par exemple, les personnes qu'il avait côtoyées au collège s'étaient révélées brutales lorsqu'il refusa de partager ses réponses à un exercice. Et l'enfermèrent dans les toilettes pour le frapper et l'humilier. Ou encore, sa famille d'accueil le méprisait. Et il était forcé à réaliser toutes les tâches ménagères et se plier à toutes leurs demandes, sinon il était battu. Les premiers parents qu'il avait connus l'avaient aimé, mais ne se supportaient pas entre eux, et s'étaient entretués devant lui, alors qu'il avait à peine 4 ans. C'était sûr, il était maudit, et ce depuis sa naissance, avec sa maladie qui le rendait fragile aux épaules et au bassin. Sa véritable mère l'avait abandonné peu de temps après avoir accouché. Elle avait certainement un rapport avec cette malédiction. Peut-être était-ce génétique, une sorte de malédiction familiale, ou une chose similaire. Il doit la retrouver pour mieux comprendre. Elle sait probablement. Il fait alors un test ADN pour tenter de la retrouver. Pendant les longs jours d'attente, il entend d'étranges chuchotements au loin. Cela peut être normal, il est dans un hôpital où il y a du monde. Mais ces chuchotements n'ont rien d'humain et se détachent distinctivement du brouhaha habituel. Mais même en tendant l'oreille, il n'en comprend pas leurs paroles. La veille des résultats, alors qu'il fait nuit noire et que le silence règne, les chuchotements retentissent. Et cette fois, il comprend certains mots.
Le lendemain, lorsqu'il raconte ce qu'il a entendu aux infirmières et au docteur, personne ne le croit ni s'inquiète vraiment. Il est peut-être simplement en train de devenir fou. Et il apprend que sa mère était une toxicomane et qu'elle serait morte quelques jours après l'avoir abandonnée. Néanmoins, il s'était passé une chose très étrange. Son cadavre avait disparu alors qu'il était encore à la morgue. Il pense alors qu'elle n'est pas vraiment morte. Le docteur lui répond que si, cela faisait plusieurs jours que son cœur ne battait plus lorsque son corps a disparu. Quelqu'un l'avait probablement pris. Peut-être un étudiant en médecine, ou encore de simples blagueurs. Il a du mal à le croire, mais ne peut rien prouver. Il se résigne, mais finit par accepter la mort de sa mère. Mais il ne perd pas espoir, et veut absolument la contacter. Il se procure alors un Ouija. C'est décidé, il l'appellera cette nuit. Il en est tout excité. Il aura enfin des réponses à ses questions, et les chuchotements qui ne cessent de résonner dans sa tête s'arrêteront enfin, du moins, il l'espère. Les heures passent, et la nuit finit par tomber. À minuit, alors qu'il est seul dans sa chambre, il invoque l'esprit de sa mère. Le Ouija frétille, puis, malgré les fenêtres fermées, un courant d'air glacé le fait frissonner. Est-ce de froid ou plutôt d'effroi? Les ombres grandissent, et l'obscurité menaçante engloutit sa chambre. Les chuchotements sont assourdissants, et un bruit lourd se répand. Il veut appeler à l'aide, mais aucun son ne sort de sa bouche, et la peur l'immobilise. Une étrange fumée remplit la pièce, et tous les objets semblent bouger autour de lui. Il a tellement peur qu'il en a le souffle coupé. Il ne respire plus. C'est alors que la tempête surnaturelle se calme. Et il sent une respiration chaude proche de son visage. Le temps semble s'arrêter. Il n'y a plus de mouvement, et le silence règne à nouveau. Seule une respiration retentit, et lui fait comprendre qu'il est encore en vie. Tu ne mourras jamais, mon fils. Je veille sur toi. Je t'ai rendu immortel. Tu devrais me remercier. Lui qui avait tant de questions se retrouve sans voix. Lui, immortel? Lui qui avait une horrible vie? Quelqu'un veillait sur lui? Tu connais probablement le principe des anges gardiens, mais les cieux ne sont pas les seuls à procéder ainsi. Pour te rendre immortel, j'ai dû faire certains sacrifices. Mais je ne savais pas que ce n'était pas une bénédiction. Je suis sincèrement désolé, mon enfant. Je voulais que tu aies une meilleure vie que moi, mais j'ai bien vu que ce n'était pas le cas. Toute ta vie, je t'ai suivi et j'ai vu tous tes malheurs. J'en suis responsable. Le diable est un beau parleur, mais c'est aussi un grand menteur. Il m'avait promis de te rendre heureux pour l'éternité. Et j'ai tout fait pour rendre cela possible. Je n'aurais pas dû. Il n'en revenait pas. Il était réellement maudit. Et ce à cause de sa propre mère, qui avait fait un pacte avec le diable. C'est alors que ses épaules et son bassin craquent. Tout se casse et s'écroule. Son corps crispé éclate. Il ne lui reste plus que son esprit. Sa chambre d'hôpital s'effondre et disparaît devant ses yeux. Il n'existe plus, mais est toujours vivant. Il est désormais seul avec sa conscience. Il pense, donc il existe. Mais c'est tout. La créature dont je vais vous parler aujourd'hui pourrait être issue d'un ancien folklore, mais ce n'est pas le cas. En réalité, elle a fait son apparition officielle dans les années 2000 grâce à des photographies. Mais certains témoignages datant des années 70 mentionnent déjà une créature similaire. Il est temps de parler de la créature en elle-même, qui a nourri l'imaginaire collectif concernant les fantômes. Voyez-vous, cette créature apparaît lorsqu'il y a un incendie,
et est visible aux alentours de ce dernier. Malgré de nombreuses suppositions, elle n'en est pas responsable. Elle est simplement présente, comme si elle contemplait la fumée avec un sentiment de nostalgie. Ce sentiment est difficilement perceptible, car cette créature n'est visible que de loin, de dos ou de profil. Et personne n'a jamais vu son visage, ce qui lui a valu le surnom de silhouette des cendres. Elle a beaucoup été considérée comme un fantôme, une âme en perdition, morte dans un incendie et, n'ayant pas été sauvée à temps, devant errer proche des incendies. Mais en réalité, son histoire est moins triste, et beaucoup plus poétique, beaucoup moins morbide. Cette créature n'a rien d'un fantôme, et n'est même pas humaine. En réalité, elle est très vivante, et ne pourrait exister sans les incendies. Son surnom décrit parfaitement sa nature. La silhouette est née des cendres d'un incendie d'un laboratoire. La fusion et la réaction de nombreux éléments chimiques ont engendré la création de microcellules dotées de vie, qui se sont par la suite développées dans les cendres de l'incendie. Ces cellules se sont rapidement développées et ont acquis une grande intelligence, avec une grande capacité de mémoire, devenant ainsi capables d'exprimer des sentiments. Elles peuvent également reproduire des formes en s'agglutinant entre elles. Ainsi, les cendres se sont regroupées en une forme humaine approximative, créant ainsi cette étrange créature. Par un mystère que votre science ne peut pas expliquer, la silhouette des cendres apparaît à chaque incendie. Elle le regarde au loin, avec une posture mélancolique. Elle se souvient de son origine, et aimerait retourner à cet état de non-conscience, plutôt que de vivre sans but et sans compagnie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Brad. Brad était un ancien peintre reconverti dans la sculpture. Il voulait revisiter d'anciens mythes africains, mais cela ne se vendait pas, alors il faisait des portraits pour gagner sa vie. Il avait justement arrêté la peinture pour la même raison. Il se disait condamné à représenter des gens qu'il ne connaissait pas pour gagner de l'argent. Pour en gagner beaucoup, il devait être très pointilleux et réaliste, et ne pouvait apporter ne serait-ce qu'une seule touche personnelle. Malgré ces contraintes, il était patient, car il savait qu'il serait un jour reconnu pour son talent, et considéré comme un véritable artiste. Brad faisait ses sculptures à l'argile, matériau simple à trouver et peu coûteux. Il aimait cette matière et la travaillait avec les mains, pour avoir le sentiment d'être en communion avec la nature, une sorte de retour à la terre, de fusion entre l'humain et l'argile. Il se la procurait la plupart du temps en magasin, mais il arrivait qu'il en achetait de façon artisanale dans des marchés spécialisés. Un jour où il s'était offert des vacances en Afrique, il découvrit un vendeur particulier qui se vantait d'avoir un type d'argile unique au monde. Intrigué, Brad en acheta, à un prix plus qu'élevé pour de l'argile. Il pensait que cela pouvait changer sa carrière et le rendre célèbre. Lorsqu'il rentra de son voyage, Brad reprit ses habitudes et continua de faire des portraits. Les jours passèrent et son stock d'argile diminuait lentement. Puis il eut une commande de statuettes de plus d'1 mètre représentant le client dans son intégralité. Cela lui prendrait plus de temps, plus d'argile et plus de minutie, mais lui rapporterait surtout plus d'argent et plus de prestige. Il accepta sans hésiter, mais ne pensa pas aux conséquences. Il dut travailler des jours et des jours, pendant des semaines et des semaines, avec la plus grande patience et minutie, pour un résultat qui allait demander de nombreuses modifications, qui allait elle-même prendre beaucoup de temps et d'énergie. Tout son stock d'argile y passa, et il ne restait plus que son achat venant d'Afrique, qu'il n'avait pas touché depuis qu'il était revenu. Il le gardait précieusement pour en faire une œuvre personnelle,
Il racheta de l'argile normale pour finir cette commande, mais se jurait que la statuette terminée, il commencerait son œuvre. Le temps passa, et Brad finit par terminer sa commande. Alors, il sortit la fameuse argile et s'installa. Il réfléchissait à quoi sculpter lorsque sa matière bougea. Resté dans ses pensées, il ne l'avait pas vue. Alors elle se dressa et grandit à une vitesse folle. Brad comprit que ce n'était pas de l'argile. Il se précipita sur la porte, mais la créature s'était étendue sur tout le sol et lui avait bloqué les pieds. Puis la matière gluante et terreuse remonta sur le corps de Brad, l'emprisonnant rapidement et le bloquant de tout mouvement. Il était devenu la proie de cette boue vivante. Il tenta d'appeler à l'aide, mais de la terre visqueuse glissa à l'intérieur de sa bouche et s'engouffra dans tout son corps, remplissant ses intestins, son estomac et ses poumons. Tels des tentacules, des filaments de terre mouillée s'infiltraient en lui par tous les orifices, les plus douloureux étant les narines et les oreilles proches du cerveau, qui allaient être dévorés par l'intérieur. Après avoir absorbé les organes vitaux de Brad, l'argile sortit de son corps en expulsant tout ce qu'il restait. Ainsi, poussés par la terre, les yeux sortirent de leurs orbites, et les intestins ainsi que les boyaux sortaient par l'arrière. Avec un certain effort, le ventre céda, et son contenu se répandit sur le sol. La créature termina son repas avec les derniers morceaux de Brad, à l'exception de son buste, qui avait alors fortement rétréci, et était maintenant difforme et recouvert d'argile. Quant à la créature, nul ne sait où elle se trouve actuellement. Qui sait, elle se cache peut-être parmi votre propre stock. Avez-vous déjà joué au jeu le plus effrayant de votre vie? C'est un jeu vidéo horrible qui s'appelle réellement le jeu le plus effrayant de votre vie. Au début, le jeu ne fait pas peur. Vous êtes une espèce d'agent secret devant capturer des fantômes tout en secret. Le jeu ne fait pas peur à ce moment, et même plutôt bien, jusqu'à la mission du musée. Vous arrivez dans un hall, et, si vous avez de la chance, le jeu continue comme le reste. Mais si vous n'avez pas de chance, vous vous retrouvez avec des screamers, avant que votre console ne s'éteigne. Lorsque vous la rallumez, la même chose se produit, et vous devez encore rallumer. Cela se produit 6 fois. La 7e fois, il y a de nouveau les screamers, mais la console ne s'éteint pas, et le jeu fait place au véritable jeu le plus effrayant de votre vie. Vous êtes dans le hall du musée, qui se retrouve vide. Vous êtes seul, enfermé dans un endroit sans aucun meuble. L'ambiance normale de la première phase a fait place à une ambiance macabre teintée de rouge. Sur les murs, vous pouvez trouver d'étranges dessins, probablement faits avec du sang. Le jeu est désormais en première personne, ce qui n'était pas le cas précédemment. Vous pouvez vous déplacer, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun objet et toutes les portes sont fermées, jusqu'à ce qu'une d'entre elles soit tachée d'une goutte de sang au niveau du Judas. Alors cette porte s'ouvre et une horde de démons débarque. Ils sont tellement étranges et affreux que je ne saurais les décrire. La seule manière de survivre à cette horde est de tous les tuer. Mais comme je l'ai dit précédemment, il n'y a aucun objet. Vous devez les tuer à main nue. Au début, vous aurez du mal, et vous mourrez plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, vous avez une réserve de vie infinie. Dans ce jeu, je ne sais pas si on peut appeler cela une bonne chose. Lorsque vous mourrez, vous avez droit de nouveau au screamer. Puis le jeu recommence, et vous devez attendre la tâche sur la porte. Après avoir réessayé plusieurs fois, vous réussirez à survivre, mais cela ne change rien. Après avoir tué tous les démons,
la porte se refermera et la tâche disparaîtra. Après un long moment, elle réapparaîtra, puis vous connaissez la suite. Le jeu tourne en boucle et il n'y a aucune progression. La seule manière de gagner est de quitter le jeu et d'éteindre la console. Mais vous ne le ferez jamais, car ce jeu est terriblement addictif. Si jamais vous arrivez à l'éteindre, vous aurez tout de suite envie d'y rejouer. Lorsque vous rallumez, vous avez de nouveau les screamers. Puis le jeu se lance. Et cela tourne en boucle. Et vous passerez tellement de temps dessus que vous deviendrez associable et perdrez la notion du temps. Vous commencerez alors à avoir des hallucinations et confondrez le jeu et la réalité, devenant paranoïaque et ne supportant plus les gens ni les portes ouvertes. Vous ne vivrez plus que pour le jeu et deviendrez fou, éprouvant un certain plaisir à tuer. Si malgré tout vous avez un éclair de lucidité, votre réflexe sera d'éteindre la console et de vous débarrasser du jeu. La dernière personne à l'avoir eu l'a jeté dans les égouts. Mais quelle qu'en soit la manière, s'en débarrasser ne servira à rien, car lorsque vous rallumerez votre console, peu importe le temps écoulé entre-temps, la première chose que vous verrez sera les screamers. Et c'est reparti.